L'histoire se passe sur les hauts plateaux tibétains de Lamdo, aux confins de la Chine de l'Ouest. C'est l'histoire d'une femme qui, à 24 ans, bouscule à jamais son destin en revenant sur la terre de ses ancêtres. C'est l'histoire d'une femme qui, entre ciel et terre, crée un atelier textile dans le dernier village d'une vallée perdue. C'est l'histoire de Detchen qui redonne vie à la laine de yak et apporte aux derniers nomades de cette région du Tibet avenir, fierté et prospérité. Mon père est tibétain, ma mère est américaine. J'ai grandi en Inde, j'ai fait des études de cinéma aux USA. Dès mon arrivée ici, je me suis vite détournée du cinéma. Ma priorité a toujours été de créer des emplois. Lors de son premier voyage au Tibet, Detchen découvre il y a 10 ans la vie difficile des nomades et les qualités de la laine de yak. Depuis, elle a transformé la vie de ces Tibétains et ressuscité un savoir-faire dont l'excellence est aujourd'hui reconnue de Pékin à Paris. Detchen photographie dans une nature éblouissante les plaids, les étoffes, les châles portés avec fierté par les artisans de l'atelier. Chaque collection est le moment d'admirer le travail de ces femmes et de ces hommes qui, il y a peu d'années encore, luttaient contre l'exil et la paupérisation. À plus de 3200 mètres d'altitude, plus un seul arbre n'ose défier les rigueurs des hauts plateaux du Tibet. Ce désert minéral, océan de montagnes et d'alpages, est 3 fois plus vaste que le Sahara. Les hommes sont ici plus rares que les bêtes. 1500 âmes cohabitent avec 6000 yaks et 3 fois plus de moutons. D'un pâturage à un autre, les familles se déplacent pour trouver de quoi survivre sur ces terres infinies où le thermomètre peut être capricieux. C'est à Zorg-Ritoma, dans la préfecture autonome tibétaine de Gannan, au nord-ouest de la République populaire de Chine, que Detchen décide, il y a 10 ans, de construire à l'abri du vent, entre 2 collines, l'atelier Norla. Nor veut dire bijou, yak ou richesse. La signifie Dieu. Si on les assemble, on obtient Norla, Dieu des richesses ou Dieu des yaks. La richesse n'est pas seulement matérielle, mais elle est aussi intellectuelle. Pour les nomades, comme ça veut dire yak, c'est le nom idéal pour le travail que nous faisons. Le yak a toujours été au centre de la vie nomade. La bête est utilisée comme monture, fournit le lait et la laine pour fabriquer les tentes et les objets du quotidien. Lorsque la saison froide approche, le yak développe une fibre magique, un duvet très doux, le koulou.
Le koulou est le duvet très doux qui protège le yak du froid. Et au-dessus de cette laine, il y a le crin qui est la fibre la plus longue qui tombe jusqu'au ventre. Le koulou est la laine la plus douce et la plus fine. Ma mère avait entendu parler de ces étoffes incroyables faites en koulou et filées à la main. Elle sentait qu'un avenir était possible avec cette laine. C'est pour ça que je suis venue ici, pour découvrir la laine de yak. Sur les hauts plateaux tibétains, le nomadisme est menacé. Les jeunes sont attirés par les grandes mégapoles chinoises où ils vont grossir la main-d'œuvre. En soutenant ces nomades, Detchen leur permet de rester sur leur terre et veille scrupuleusement à perpétuer leur culture et leurs traditions. Autrefois, les pâturages étaient bons. On avait 600 à 700 moutons, plus de 200 yaks et plus de 20 chevaux. Quand j'étais encore nomade, été comme hiver, quel que soit le temps, je prenais soin des animaux, jour et nuit. C'était ma vie. Je me sens toujours comme un nomade, c'est dans ma peau. C'est dans mes os. Même si je travaille depuis des années chez Norla, j'ai gardé ce sentiment. Aujourd'hui, je suis responsable de production. Il n'est pas très bien tissé, on dirait un filet. Comme ça, on consomme moins de fil. Tu serais pas un peu radin? C'est quelle gamme de rouge? Le numéro 4, non? Ces deux-là, on n'en a pas besoin. Je préfère celui-là. Et toi, lequel tu trouves le plus beau? J'adore celui-là. Si on utilise le rouge, ça fait plus ressortir le blanc. Ça, c'est une couleur trop dense. Il y a 10 ans, l'atelier a commencé avec 10 personnes, 5 hommes et 5 femmes. À la fin de la même année, ils étaient 45. Fileurs, teinturiers, tisserands, couturiers, repasseurs. Aujourd'hui, ils sont plus d'une centaine à travailler dans ce grand atelier. Les femmes filent la laine de koulou. Ce duvet précieux ne peut être récolté qu'à la main et au printemps, lorsque le yak perd naturellement sa fourrure. Cette reine des laines habillait les familles royales tibétaines et l'empereur de Chine avant que le savoir-faire ne se perde au début du siècle dernier. Aujourd'hui, Detchen ressuscite cet art oublié. Accompagnant leurs gestes délicats, les fileuses récitent une prière et répètent inlassablement le mantra de la grande compassion. Il paraissait évident que la seule façon d'aider ces nomades, c'était d'apporter une valeur ajoutée à la matière brute en la transformant sur place. La seule solution pour ça était de créer des emplois fixes et durables.
l'atelier ne possède pas de troupeau, mais achète le plus beau koulou, celui des animaux âgés de 2 ans, à un réseau de nomades qui apportent leur laine en mai de chaque année. L'atelier est devenu le lieu idéal pour les femmes, après leur vie de nomade si difficile. Elles se levaient à 3 heures du matin pour la traite. Suivant la taille de leur troupeau, elles terminaient à 5 heures, puis elles préparaient le beurre ou le fromage et ramassaient la bouse. Et ce n'était pas leur seule corvée. L'été, elles n'avaient pas une seule minute à elles. C'était une vie très très dure. Pour ces femmes, ça n'a pas été compliqué de suivre les règles. Elles avaient l'habitude d'obéir à leur mari, à leurs beaux-parents ou à leur mère. À l'atelier, elles ont un salaire. Elles ont acquis un nouveau statut au sein de leur famille et une nouvelle liberté pour les femmes célibataires. Je m'appelle Druk Mokui. Je suis tisserande chez Norla. Le tissage ne m'a pas été imposé. C'est même la première chose que j'ai apprise. J'aime beaucoup coudre aussi. À l'atelier, ça m'arrive de m'ennuyer. On ne peut plus faire ce qu'on veut quand on veut. Quand on s'ennuie vraiment. Mais je me dis que je n'accumule plus de mauvais karma en tuant des animaux. Maintenant, je gagne ma vie dignement et ça me fait plaisir. Les femmes et les hommes de l'atelier ont tous grandi en nomades. Illettrés pour la plupart, ils connaissent pourtant comme la paume de leurs mains ces vastes ondulations herbeuses. Les premières tisserandes sont parties au Cambodge pour se former. Je suis nomade. Je n'avais jamais voyagé à l'étranger, même pas en Chine. La première fois, il faisait si chaud. J'étais très impressionnée en découvrant l'océan. Je m'en souviens très bien. Quand il fait froid chez nous, je me dis que ça doit être très agréable de vivre au bord de la mer. Les autres artisans ont été éduqués par des experts népalais. Ils ont appris à filer et à tisser selon une technique indienne qu'ils ne connaissaient pas. On a dû apprendre à certains à se servir d'une calculatrice, à additionner, à soustraire. Ils ont très vite compris. Comme Dechen, la plupart de ses proches collaborateurs ont commencé l'aventure très jeunes. Dorji avait 22 ans lorsqu'il est arrivé à l'atelier. J'ai beaucoup appris aux côtés de Dechen. À l'école, j'ai appris les bases des traditions tibétaines et je me suis efforcé d'apprendre le tibétain de mon mieux. Avec Dechen, j'ai appris l'informatique, l'anglais, la négociation, le marketing et la production.
Dans l'équipe de direction, on est tous jeunes. On s'est toujours intéressé à ce qui se passe dans le monde et aux nouvelles technologies. On utilise au mieux ces outils pour être connectés au monde et être efficaces dans notre travail. Aujourd'hui, on se sert tous des téléphones et des ordinateurs. C'est arrivé comme une vague. Sans doute parce que maintenant, on n'a plus à s'inquiéter de notre survie. Donc on peut s'intéresser aux technologies. Au début, on a dû faire une réunion avec les cadres pour interdire les téléphones dans les ateliers. En contrepartie, on leur a donné 15 minutes de pause le matin et 15 minutes l'après-midi pour téléphoner. Tout le monde a crié « Ça ne passera pas, ça va être la révolution dans l'atelier si on interdit les téléphones ». Ça a duré 2 jours et puis tout à coup, plus personne ne s'est plaint. Pendant des années, les nomades ont été isolés. À présent, hommes et femmes se connectent de toutes les régions du plateau. Ils échangent sur l'état des pâturages, la vente d'un animal et partagent sur WeChat la beauté d'un poème oublié. Ces plateformes de communication les relient au reste du monde, en préservant ainsi la langue tibétaine. Celui-ci est mieux. Tu as rajouté des fils? Non, on l'a conçu comme ça. Regarde, cette partie plus large, on ne voyait pas bien, alors j'ai placé les fils de façon à ce qu'ils soient plus visibles. Celui-ci est très beau. Celui-ci aussi. Les deux sont bien. L'activité de l'atelier se développe de jour en jour. Chacun joue son rôle pour mener ce savoir-faire sur le chemin de l'excellence. La production n'est pas finie. Il reste beaucoup à tisser. En tant que chef de section, tu dois être efficace. Il ne faut pas se relâcher. Detchen, depuis toutes ces années, gère au quotidien le fonctionnement de l'atelier. Elle est soutenue par sa mère, Kim, qui vit en Inde, dans l'Himalaya, avec son mari tibétain. On peut commencer par le site, les photos, tout ce que tu veux voir. Donne-moi les photos et je commencerai cette nuit. Kim fait régulièrement le voyage à Ritoma pour aider Detchen à mettre un point final aux collections. Elle est également très impliquée dans le rayonnement international de Norla. C'est Kim qui fait le lien entre cette petite vallée perdue et les grandes capitales. Mère et fille consacrent depuis 10 ans leur vie à ce projet qu'elles ont créé ensemble. En 2004, je voulais voyager, aller au Tibet. À l'époque, je voulais faire des films. Detchen était assez aventureuse, elle avait étudié le chinois. Et je lui ai demandé si elle voulait faire un voyage plus approfondi pour essayer de découvrir la laine de yak et ce qu'on pouvait en faire. Ma mère parlait toujours de la laine de yak. Moi, je n'y faisais pas attention. Les textiles, ça ne m'intéressait pas trop. Elle est partie comme ça avec son frère.
Ils sont restés 7 mois en tout. On est partis tous les deux. Mon frère avait 18 ans, moi j'en avais 24. Personne ne nous prenait au sérieux quand on leur annonçait qu'on cherchait 2 tonnes de laine de yak. Quand je suis arrivée, j'ai été frappée par la pauvreté. Enfant, j'imaginais la vie ici comme un conte de fées. Mais en fait, ce n'était pas du tout ça. La vie était très dure pour les nomades. Alors, je me suis dit que si cette laine de yak était une fibre si précieuse, elle pouvait changer leur vie. J'ai interviewé des nomades et puis j'ai rencontré la famille de Dumko. J'ai rencontré Detchen la première fois en 2004, à la fin de l'été. Il faisait gris, il tombait quelques gouttes de pluie. Qu'est-ce qu'elle faisait jeune? Je suis restée, j'ai persisté et j'ai réussi à gagner leur confiance. Aujourd'hui, on est comme une famille, mais au début, c'était un peu difficile. Je crois que cette idée d'aider, de faire la différence, c'est surtout ça qui l'a motivée. Quand on parlait de l'avenir, elle avait des projets très ambitieux. Elle voulait créer une entreprise. J'ai eu l'impression que je pouvais lui faire totalement confiance. Il était tellement à l'affût du monde extérieur. Il savait qu'il avait raté quelque chose en n'allant pas à l'école. C'était sa dernière chance de sauter dans le train pour découvrir le monde moderne. Il n'a pas hésité une seconde à prendre ce risque. Je m'en souviens. Je ne l'oublierai jamais. Je savais l'engagement que ce projet représentait pour Dumko. Je n'étais plus seule à bord. Je ne pouvais plus reculer. Je devais m'installer ici et ça allait être ma vie. Yidam et moi, nous sommes ensemble depuis 12 ans. Le ciment de notre relation, c'est notre vision de la vie. On a les mêmes aspirations. On a chacun nos projets, lui son lodge et moi Norla. On a 2 filles. La plus jeune s'appelle Dea, mais on l'appelle Babidi. L'aînée s'appelle Nonzin. Elle a toujours plein d'idées et se demande déjà ce qu'elle fera plus tard.
La maison de Detchen est située en haut de la colline. Pour s'installer sur ces terres qui tutoient les cieux, Detchen a dû obtenir l'approbation des autorités de la province, de la préfecture, du canton, du village, du monastère, mais aussi celle des dieux. Le site de l'atelier est très particulier. En 2006, il était couvert de ruines. Au dire des moines, le dieu de la terre garde ses chevaux à cet endroit et seuls peuvent y vivre et y bâtir des hommes dotés d'un mérite particulier. À présent, l'atelier couvre la moitié de la colline sous le regard bienveillant des divinités. Dès le début, ce qui était important pour moi, c'est qu'on ait un lieu agréable pour travailler. Je voulais vraiment que les artisans soient heureux, bien installés, au chaud, dans un bel endroit. Un lieu lumineux vous rend lumineux. Et un lieu de travail que vous respectez, c'est votre travail qui s'en ressent. Les productions de Norla ont la particularité de rassembler le savoir, la culture et aussi l'amour. C'est le sommet de la beauté pour moi. Au début, on a travaillé uniquement pour des maisons de luxe et ça nous a énormément apporté. C'était beaucoup plus intéressant de fabriquer quelque chose de beau, c'était plus difficile de trouver quelque chose qui était exceptionnel et qui pourrait non seulement leur apporter un savoir-faire, mais aussi leur apporter un certain prestige et contribuer à sauver un patrimoine. Ça nous a apporté une certaine rigueur dans le travail, un certain œil. Et donc, il faut qu'on ait une responsabilité qui soit jointe, qui soit unie, pour sortir le produit parfait qui nous fera survivre tous. Celui-là est vraiment bien, parce qu'on peut y mettre des couleurs un peu vives. Si tu peux faire la même chose ici avec une touche de couleur, je ne sais pas. J'aime avoir le choix, mais un peu. S'il y en a trop, on est perdu. J'aime celui-ci aussi. Pour atteindre la perfection des couleurs inspirées de la nature des hauts plateaux, l'atelier de teinture est doté de machines très sophistiquées. Les teinturiers trouvent le bon dosage pour évoquer le vert des pâturages d'été ou le gris des ciels d'orage. Le rouge est la couleur sacrée des Tibétains, dotée de vertus magiques et protectrices. Le rouge représente le bien-être, la sagesse, la dignité. C'est devenu le rouge des robes de lama et le signe du pouvoir dans le bouddhisme tibétain. Si on met 5 longueurs, on arrive à presque 5 mètres. Là, il ne doit pas y avoir 5 longueurs. Si, il y en a un qui fait 5 longueurs et un autre qui ne les fait pas. Celui-ci fait 5 mètres. Celui-là est plus petit. Bon, je l'essaie avant de l'acheter. La couleur est très belle, hein. C'est super.
Det Chen cherche toujours à améliorer les conditions de vie des artisans. Certains vivent à Ritoma, mais d'autres doivent marcher sur de grandes distances pour rejoindre l'atelier. À 7 heures du matin et à midi sont servis 2 repas cuisinés pour les employés. À quelques pas de l'atelier, en fin de journée, le terrain de basket est le lieu de détente où s'affrontent régulièrement l'équipe de Norla et celle des moines de Ritoma. Les femmes, elles, ne s'y sont pas encore aventurées. Une étoffe peut être tissée, tricotée ou feutrée. Depuis l'Antiquité, les nomades d'Asie utilisent le feutre dans leur vie quotidienne pour isoler leurs tentes et se vêtir. Le koulou est souvent mélangé à la laine de mouton pour donner des couleurs plus claires. Ces flocons de laine sont ensuite cardés dans une machine pour être aérés et débarrassés des impuretés végétales. Ces rubans souples et homogènes sortent en continu de la carde sous forme de nuages immaculés. Le feutrage est un tissu confectionné à partir d'accumulations de laine non filée que l'on empile en couches successives jusqu'à l'obtention de l'épaisseur requise. Cette densité nécessite un volume de laine colossal. Les fibres sont ensuite humidifiées avec de l'eau tiède savonneuse, frottées et battues pour comprimer la laine et former un tissu dense et solide. On a toujours eu un problème avec le feutrage. Plus on cherche la finesse, plus c'est compliqué d'obtenir un tissu homogène. Il est difficile que le panneau entier soit de la même épaisseur partout. Chaque fois qu'on finit un panneau en feutre, on le vérifie à la lumière. On note là, là. Un jour, le responsable vient me voir. On éviterait des pertes si on pouvait vérifier la matière avant de feutrer.
T'en es sûr? Oui, oui, on a besoin d'une grande table lumineuse. Comme ils ont parfois des idées un peu farfelues qui ne fonctionnent pas toujours, j'ai dit, on teste d'abord sur une petite table et si ça marche, on fabriquera la grande. Ils l'ont fabriquée, ils ont allumé et ils ont crié « Regarde, ça marche !» Ils avaient raison. C'était la meilleure solution pour pouvoir créer un feutre d'une grande finesse. Les Tibétains aiment les chapeaux. Le chapeau est l'accessoire ultime qui varie en fonction de la région et du rang. Au XXe siècle, l'augmentation du commerce avec l'Inde britannique a permis à certains chapeaux de s'introduire dans cette région du monde. Le Borsalino, dont le style allait devenir la marque de fabrique des durs et des gangsters de Chicago, avait la préférence de la région de Lhasa. Le Stetson, porté par les hommes comme par les femmes, était plébiscité par la région des hauts plateaux d'Ando. Aujourd'hui, le chapeau en feutre de laine de yak est devenu le fleuron des collections. Non loin de l'atelier, une seule route, énorme ruban de ciment, relie Ritoma au reste de la vaste Chine où la modernisation avance à grands pas. À 2 heures de route se trouve Labrang. Le monastère de Labrang, construit au XVIIIe siècle, est le plus grand monastère tibétain de cette région de Chine et vit au rythme des pèlerins
et des 1800 moines réunis dans différentes écoles. Le centre d'études le plus important est celui des Gelugpa. C'est l'une des principales écoles du bouddhisme. Elle accueille les aînés des familles pour un jour, un mois, une vie. Pour les Tibétains, avoir l'un de ces enfants moines au monastère assure un lien entre le monde laïque et le monde spirituel. Detchen vient chaque semaine dans son magasin de la Brangue et en profite pour rendre visite à sa belle famille. Les parents de son mari vivent auprès de leur fils aîné, moine au monastère. C'est lui qui a accueilli Detchen lors de son premier voyage et qui lui a appris le dialecte des hauts plateaux. Pour les robes de moine, il en faut une pour l'été, une pour l'hiver et une jaune et bleue. On peut fabriquer d'autres types de robes aussi. Toi, ce que tu vas acheter, c'est un portefeuille? Le portefeuille me plaît bien. Un ami en a acheté, il m'a dit « Tu n'en as pas ?» J'ai répondu « Je n'en ai pas acheté. » Pourquoi l'acheter? T'as qu'à te servir. Le rouge, c'est pour toi. Vraiment? Tu m'aides à choisir aussi? Ça semble être ma taille. Il y a combien de tailles? 2? Oui, c'est parfait. Les moines ont toujours des suggestions. Vous devriez en faire des comme ci, des comme ça, des chapeaux, des ceintures, des chaussettes. Grâce à leurs demandes, on a créé une collection pour les moines. C'est devenu notre meilleure vente ici. Les moines sont sensibles à la qualité, car ils sont en contact permanent avec de belles tentures, de belles statues et de magnifiques temples décorés par les meilleurs artistes. Ils veulent aussi savoir où sont fabriqués les produits. Il y a peu de produits de belle qualité parmi les créations tibétaines. Alors, on est très fiers d'être les pionniers d'un vrai talent made in Tibet. Detchen va toujours plus loin dans son aventure textile et utilise son intuition pour créer une nouvelle activité autour de la laine de yak. Au cœur de la ville moderne, elle vient d'inaugurer son premier atelier dédié aux tapis. La fabrication traditionnelle de tapis tibétains est un métier ancien. Les Tibétains utilisent des tapis pour plusieurs usages. Les tentures, les selles des chevaux, bien que l'usage le plus commun soit celui d'un tapis pour s'asseoir. Ce projet est notre nouveau bébé. Il demande beaucoup d'attention et de soins.
Ce n'est pas comme une écharpe qu'on met de côté si ça ne va pas. On utilise tellement de laine qu'on doit savoir où on va. Un tapis, c'est un véritable engagement. On peut représenter la montagne comme ça. Les Occidentaux verront ça différemment. Il faut parfois interpréter ce que l'on voit. Les montagnes, oui. La forme, ça descend et après ça remonte et ça redescend doucement. C'est nos paysages. Les montagnes font comme ça. Quand on observe, ça fait comme ça. Oui, comme une vague, j'ai compris. On essaie de faire des tapis avec de la laine de yak, alors que traditionnellement, on utilise la laine de mouton. Il faut faire des tests. La laine de yak est une fibre très courte et on n'est pas sûr que ça fonctionne. On a ouvert cet atelier avec un autre village. De plus en plus d'artisans se rendent compte que cette formation est une chance, même sans la promesse d'un travail. Pour l'instant, c'est du développement, mais ils sont déjà nombreux à nous rejoindre. En 1950, les réfugiés tibétains ont commencé à migrer en Inde et au Népal. Ils ont emporté avec eux leur connaissance sur la fabrication des tapis. Dechen a fait venir un chef d'atelier du Népal pour réapprendre aux jeunes Tibétains ce savoir-faire disparu. Ça fait 4 jours qu'ils ont commencé à s'entraîner ? 4 jours, oui. Lui, en 2 jours, il a tissé 13 cm. Il tisse très vite. Il a une bonne capacité d'apprentissage, il est très motivé. La finition est très propre. Très propre. Oui, très propre. Et les nœuds sont bien serrés. C'est de la bonne qualité. Il y a peu de dessin, mais c'est bien droit. C'est parfait. Il vous fait des compliments. Bravo, tu as bien travaillé. Si tout va bien, on pourra imaginer la même chose dans d'autres villages. Les gens viendront s'y former, ils pourront créer leurs propres ateliers. On les accompagnera dans leur développement. C'est ce type de collaboration qu'on espère. Pour le moment, c'est notre premier essai. Pour Dechen commence un nouveau chapitre de son histoire tibétaine. Jour après jour, elle aide les Tibétains nomades Zupa à rester sur leur terre et à être fiers du travail qu'ils accomplissent. Mes photos cherchent toujours à raconter l'histoire de Norla avec le moins de mots possible. Nous partageons la fierté de ce que nous avons fait ensemble de Norla. Nous sommes une équipe affectivement soudée. On partage tous ce sentiment. On essaie de construire quelque chose d'intemporel. Nos étoffes se portent, mais elles se transmettent aussi aux générations futures. Jour après jour, on développe l'atelier pour que les artisans puissent espérer que leurs enfants et leurs petits-enfants y trouvent un travail stable. Un projet qui survivra de génération en génération. Éternité serait le mot juste pour Norla.